Pendant des décennies, les forces de l'ordre ont arrêté des hommes parce qu'ils portaient des écussons en 3 parties, géraient des systèmes de prospects et construisaient des fraternités criminelles. Mais ces mêmes hommes, qui avaient passé leur carrière à poursuivre les clubs hors la loi, avaient une passion pour la moto qui ne trouvait sa place nulle part. Ils ont donc fait la seule chose qui leur semblait logique. Ils ont créé leur propre club, un club de motards évoluant parallèlement au monde hors la loi, mais avec une dimension liée aux forces de l'ordre. Ils les ont appelés Law Enforcement Motorcycle Clubs, ou LEMCS. Et, ironiquement, ils portent les mêmes écussons, suivent la même hiérarchie et construisent la même fraternité que les clubs qu'ils ont combattus pendant toute leur carrière. Voici 8 choses que vous devez savoir sur les clubs de motards des forces de l'ordre. 1. Ils ont commencé en 1974 dans une petite ville du Maine. Au printemps 1974, un groupe de membres des forces de l'ordre de la région de Bangor, dans le Maine, s'est réuni et a pris une décision simple. Ils aimaient les motos, ils aimaient rouler, et ils voulaient rouler ensemble avec des personnes qui comprenaient réellement ce que leur vie professionnelle impliquait. Ils ont donc créé un club. Ce moment n'avait rien de particulièrement grandiose, juste des agents de services locaux qui avaient 2 choses en commun. Une profession qui les mettait régulièrement en contact avec les pires comportements humains, et les motos. Parmi les membres fondateurs se trouvaient des agents du Brewer Police Department, du Sheriff's Office, de la Maine State Police, du Game Warden Service, ainsi que des services de Probation and Parole. Le nom Blue Knights a été proposé par Dave Coleman, le chef du Brewer Police Department. Le logo a été dessiné par un artiste local nommé John Bryant, qui n'était même pas membre du club. Il l'a simplement dessiné parce que quelqu'un le lui avait demandé. Pendant un certain temps, le club est resté local. Des agents de la région de Bangor roulaient ensemble le week-end, participaient à des événements et construisaient le type de fraternité informelle qui se forme entre des personnes passant réellement du temps ensemble, plutôt que de simuler une amitié à une distance confortable. Mais des articles ont ensuite commencé à paraître. Le Bangor Daily News a publié un article. Le magazine Road Rider a suivi. Et des demandes ont commencé à arriver de la part d'agents d'autres États qui avaient lu ce qui se passait dans le Maine et voulaient savoir comment créer quelque chose de similaire là où ils vivaient. Le premier chapitre situé en dehors de l'État a été créé à Brockton, Massachusetts, après des demandes des agents Dick de Lesliner et John Dara du Brockton Police Department. Des agents venus de tout le Massachusetts ont commencé à rejoindre ce chapitre unique. Puis le chapitre est devenu si important qu'il a dû se diviser. Il s'est divisé en 2 chapitres, puis ceux-ci se sont également divisés. Lorsque le processus s'est stabilisé, ce qui avait commencé comme un seul chapitre du Massachusetts avait donné naissance à 16 chapitres distincts à travers l'État. Ce schéma s'est répété dans tout le pays, puis finalement dans le monde entier. La même logique d'expansion organique qui avait transformé les Hells Angels d'un club de motards californiens en une organisation criminelle internationale durant les décennies d'après-guerre, a transformé les Blue Knights d'un club de motards du Maine en une fraternité mondiale des forces de l'ordre, sur une période à peu près équivalente. Mais voici ce qui rendait l'expansion des Blue Knights fondamentalement différente de l'expansion hors la loi dont elle reproduisait la forme. À aucun moment de cette croissance, l'organisation n'a demandé à ses membres de prouver leur loyauté par des activités illégales. Cette expansion n'a pas non plus provoqué de guerre territoriale avec des clubs rivaux. À aucun moment, les forces de l'ordre de l'un des 24 pays où des chapitres ont fini par être créés n'ont considéré l'arrivée d'un chapitre des Blue Knights comme une menace nécessitant une surveillance et une infiltration. La même impulsion humaine fondamentale, trouver les siens, construire quelque chose ensemble et le faire durer, a produit 2 types d'organisations complètement différents selon les personnes qui les construisaient et les principes autour desquels elles les construisaient. 2. Ce ne sont pas des clubs hors la loi. Les clubs de motards des forces de l'ordre existent en opposition philosophique directe à tout ce que représente le monde hors la loi.
Là où les clubs hors la loi ont construit leur identité autour du défi lancé à la loi et du mépris de l'autorité, les clubs de motards des forces de l'ordre ont construit la leur autour des personnes qui font respecter cette loi. Mais voici ce qui rend le monde des LEMC réellement intéressant, au lieu d'être simplement l'opposé de tout ce que nous avons déjà présenté sur cette chaîne. Les deux mondes ne sont pas aussi différents dans leur architecture qu'on pourrait le penser. Ils utilisent tous les deux la même structure d'écussons. Ils s'organisent tous les deux autour de chapitres et de hiérarchies. Ils appellent tous les deux leur réunion une église. Ils ont tous les deux des présidents, des vice-présidents, des sergents d'armes et des capitaines de route. Ils construisent tous les deux une culture autour de la route, des couleurs et de la fraternité qui se forment entre des personnes partageant quelque chose que les civils ne peuvent pas pleinement comprendre. La différence ne réside pas dans la structure. Elle réside dans l'objectif vers lequel cette structure est dirigée. 3. Ils sont plus importants que vous ne le pensez. La plupart des personnes qui n'ont jamais entendu parler des clubs de motards des forces de l'ordre imaginent quelque chose de petit, une poignée d'agents d'une seule ville roulant ensemble le week-end. Un club local avec un site internet et une sortie caritative une fois par an. Quelque chose de modeste et largement invisible face au monde des motards hors la loi qui fait régulièrement les gros titres internationaux. Les chiffres racontent une histoire complètement différente. Les Blue Knights à eux seuls sont passés de ce groupe original d'agents à Bangor, Maine, à plus de 20 000 membres actifs répartis dans plus de 600 chapitres à travers 24 pays. Les United States, le Canada, l'Australie, la France, l'Angleterre, la Belgique, les Netherlands, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, la Suède, l'Autriche, la Norvège, le Mexique. Et la liste continue de s'allonger chaque année. La UK and Ireland Conference compte à elle seule plus de 800 membres et se décrit comme faisant partie d'une organisation internationale bien plus vaste qui, après plus de 40 ans, continue toujours de rouler avec force. Mais les Blue Knights ne représentent qu'une seule organisation au sein d'un monde considérablement plus vaste que n'importe quel club pris individuellement. Le Sworn Few, LUMC, fonctionne selon une philosophie fondée sur l'exclusivité plutôt que sur la taille. Il ne se soucie absolument pas d'être le plus grand, LEMC. La qualité passe avant la quantité. Seuls les plus dévoués porteront un jour leur couleur. Rien n'est donné et tout doit être mérité. Il s'agit d'un contrepoint philosophique direct au modèle des Blue Knights, qui a donné naissance à un club possédant sa propre identité distincte et ses propres membres. Le Punishers Law Enforcement Motorcycle Club organise des événements de collecte de fonds spécifiquement destinés aux vétérans et aux familles d'agents tombés en service, avec des chapitres actifs aux United States et au Canada. Le Roughnecks MC fonctionne comme une organisation caritative à but non lucratif destinée aux agents de la sécurité publique, au personnel militaire et aux premiers intervenants. Le MFC, qui signifie Military Firefighter and Cops, organise des événements publics de collecte de fonds dans plus d'une douzaine d'États américains. Le Blood Brothers LEMC est ouvert aux agents actuels, anciens ou retraités, disposant de pouvoirs d'arrestation au sein d'agences locales, étatiques, tribales, militaires ou fédérales. L'Iron Order est devenu l'un des LEMC les plus importants et les plus controversés des United States. Le Black Dogs MC fonctionne comme un motoclub international de police basé en Czech Republic, avec des chapitres à travers l'Europe. Le Gunfighters MC et le Other Guys LEMC apportent encore davantage de diversité à un monde dont la plupart des personnes extérieures aux forces de l'ordre n'ont jamais entendu parler. Chacune de ces organisations possède ses propres conditions d'adhésion, ses propres objectifs caritatifs, sa propre culture interne et sa propre réponse à la question de savoir à quoi devrait ressembler concrètement une fraternité construite autour de l'identité des forces de l'ordre. Ensemble, elles représentent un réseau mondial de motards organisés qui, en termes de nombre total de membres et d'étendue géographique,
rivalise avec l'empreinte organisationnelle de plusieurs clubs hors la loi que les forces de l'ordre ont passé des décennies à tenter de démanteler. 4. L'adhésion est réservée aux membres des forces de l'ordre. Entrez dans un chapitre des Hells Angels et demandez à le rejoindre. Si vous survivez à la conversation, la réponse sera presque certainement non. Non pas parce que vous n'avez pas la bonne moto ou la bonne attitude, mais parce que les Hells Angels ont une règle précise et bien documentée concernant les personnes qu'ils acceptent ou refusent parmi leurs membres. Aucun policier, aucun avocat. La limite est absolue et elle a été maintenue pendant des décennies et sur plusieurs continents avec une constance que la plupart des institutions démocratiques pourraient leur envier. L'ironie, c'est que les clubs de motards des forces de l'ordre appliquent une version tout aussi absolue du même principe, simplement dans la direction opposée. Vous ne pouvez pas rejoindre les Blue Knights si vous n'êtes pas un membre assermenté des forces de l'ordre, actuellement en service ou à la retraite. Les sympathisants civils, les membres de la famille et les admirateurs du club sont tous les bienvenus pour les soutenir depuis le bord de la route. Mais l'écusson ne leur est pas accessible. L'adhésion est réservée à cette profession avec une précision qui reflète l'exclusivité du monde hors la loi auquel elle s'oppose. Des agents gouvernementaux assermentés des forces de l'ordre, en service à temps plein ou à la retraite, qui conduisent des motos pendant leur temps libre. Voilà la condition. Tout le reste est secondaire. Mais la définition précise des forces de l'ordre s'élargit considérablement selon le LEMC, dont il est question. Le chapitre Blue Knights England 11 étend l'éligibilité aux policiers, au personnel pénitentiaire, aux agents des frontières, aux douaniers, aux agents de l'immigration et aux policiers militaires disposant de pouvoirs d'arrestation. Le Blood Brothers LEMC accepte les agents actuels, anciens et retraités, issus d'agences locales, étatiques, tribales, militaires et fédérales, à condition qu'ils disposent ou aient disposé de pouvoirs d'arrestation. Le Sworn Few maintient une position plus stricte, exigeant que ses membres soient des agents des forces de l'ordre entièrement assermentés et rémunérés, sans absolument aucune exception. La question de ce qui se passe avec la période de prospect est le point où le monde des LEMC diverge le plus fortement de son équivalent hors la loi, mais aussi de lui-même. Dans le monde des motards hors la loi, la période de prospect est le mécanisme central par lequel la loyauté est mise à l'épreuve et l'adhésion est méritée. Elle dure des mois ou des années. Elle implique de démontrer sa volonté de faire tout ce que le club exige, quelles qu'en soient les conséquences juridiques ou personnelles. Les tribunaux ont considéré le système de prospect comme une preuve de conspiration criminelle dans les poursuites engagées contre les clubs hors la loi, estimant que le processus permettant de mériter un écusson constitue lui-même un processus d'intégration à une entreprise criminelle. Les Blue Knights ont pris une décision précise et délibérée à ce sujet. Ils n'ont pas de période de prospect. Leur argument est simple. Un membre des forces de l'ordre a déjà effectué sa période probatoire au cours de sa carrière. Les années passées a prouvé qu'il était digne de porter l'insigne, les évaluations psychologiques, la responsabilité professionnelle et la démonstration quotidienne des valeurs autour desquelles le club est construit. Tout cela remplace ce que le monde hors la loi teste à travers un processus de prospect. Vous entrez directement en tant que membre au lieu de devoir gagner votre place au cours d'une période durant laquelle vous devez démontrer votre loyauté envers le club lui-même. Mais tous les LEMC n'ont pas fait le même choix. Le Sworn Few déclare explicitement que rien n'est donné et que tout doit être mérité, et que seuls les plus dévoués porteront un jour leur couleur. Ce langage reflète presque mot pour mot la philosophie d'adhésion des clubs hors la loi. Plusieurs autres LEMC utilisent des catégories de membres hang-around et associés qui fonctionnent de manière clairement similaire au système de prospect que leurs membres ont passé leur carrière à considérer comme des preuves d'organisation criminelle. Le débat au sein du monde des LEMC sur la nécessité d'avoir ou non une période de prospect révèle quelque chose d'important. Les clubs qui l'ont rejeté comprenaient l'image qu'elle donnait vue de l'extérieur. Les clubs qui l'ont conservée comprenaient ce qu'elle produisait à l'intérieur.
Les deux camps s'appuyaient sur la même source de connaissances. Des décennies passées à observer les effets du système de prospects sur les organisations qui l'utilisaient. Mais en ce qui concerne les femmes, les LEMC diffèrent considérablement du monde hors la loi. Les femmes sont membres à part entière des Blue Knights et occupent des postes de direction aussi bien au niveau local qu'international. Le chapitre England 11 est très clair à ce sujet. Les femmes sont égales au sein de l'organisation, non seulement en tant que membres, mais aussi dans les rôles de direction à tous les niveaux. Cela contraste directement avec un monde où les femmes ont historiquement existé en marge de la vie des clubs plutôt qu'en son centre. La moto elle-même n'est pas non plus un sujet de désaccord. Toutes les marques sont acceptées. Aucune obligation de posséder une Harley-Davidson. Aucune exigence de conduire une moto américaine. Vous conduisez ce que vous conduisez. Ce qui n'est pas négociable, c'est l'insigne. Soit vous l'avez porté, soit vous ne l'avez pas porté. Et si vous ne l'avez pas porté, l'écusson ne vous est pas accessible. Sur ce point, les Blue Knights et les Hells Angels se comprennent parfaitement. 5. Ils réalisent un important travail caritatif. Chaque année, un dimanche du mois d'août, des motards de LEMCS venus de tout le United Kingdom, de Ireland et de Europe se rassemblent et roulent ensemble à travers le National Memorial Arboretum de Staffordshire pour soutenir COPS, Care of Police Survivors, une organisation qui apporte un soutien pratique et émotionnel aux familles des agents tués dans l'exercice de leurs fonctions. L'événement de 2026 marquera sa 23e année consécutive. 23 années avec la même sortie, le même itinéraire et le même objectif. Cette régularité est la mesure la plus honnête de ce à quoi ressemble un véritable engagement caritatif. Pas un événement unique organisé pour obtenir de la publicité. 23 années consécutives à répondre présent. À l'échelle internationale, les Blue Knights ont versé plus de 17 millions de dollars américains à des œuvres caritatives depuis le début de la tenue des registres. Concerns of Police Survivors, The September 11th Fund, Toys for Tots, Special Olympics, Shriners Burn Centers, Make-A-Wish Foundation. Les causes caritatives choisies ne le sont pas au hasard. Elles sont façonnées par l'expérience professionnelle. Les agents qui ont répondu à des interventions impliquant des enfants gravement malades comprennent le rôle d'un centre pour grands brûlés. Les agents qui ont travaillé avec les familles de collègues tombés en service comprennent ce que COPS leur apporte. Mais voici ce qui distingue l'activité caritative du monde des LEMC de celle du monde hors la loi, d'une manière qui va au-delà des différences juridiques et éthiques évidentes. Les clubs hors la loi font eux aussi des dons à des œuvres caritatives. Les Hells Angels soutiennent Toys for Tots. Ils organisent donc des sorties. Ils versent des contributions qui génèrent une couverture médiatique positive et compliquent la perception des jurés lors des procès criminels. L'argent parvient aux mêmes causes. Mais le contexte dont il provient ne pourrait pas être plus différent. Lorsqu'un chapitre des Blue Knights collecte de l'argent pour la famille d'un agent tombé en service, aucune entreprise criminelle ne fonctionne en arrière-plan. Aucun réseau de drogue ne finance le don. Aucune violence ne génère la bonne volonté que la sortie caritative est destinée à protéger. L'argent est propre parce que l'organisation dont il provient est propre. Au-delà des Blue Knights, le Punishers, LEMC, collecte des fonds pour les vétérans et les familles d'agents tombés en service à travers les United States et le Canada. Le Roughnecks MC fonctionne comme une organisation à but non lucratif destinée aux agents de la sécurité publique et aux premiers intervenants. Le MFC organise des événements de collecte de fonds dans plus d'une douzaine d'États américains. L'infrastructure caritative de l'ensemble du monde des LEMC n'est pas symbolique. Elle est durable, précise et construite par des personnes qui ont vu de leurs propres yeux à quoi sert réellement l'argent. L'activité caritative des LEMC existe sans rien de comparable en arrière-plan. Il n'y a aucune entreprise criminelle en dessous et aucun calcul stratégique derrière elle.
seulement des agents qui ont passé leur carrière à observer ce qui arrive aux familles lorsque les choses tournent mal et qui consacrent leur week-end à essayer d'améliorer légèrement leur situation. 6. Ils portent les mêmes écussons que les clubs hors la loi. Pendant des décennies, les forces de l'ordre ont considéré l'écusson en 3 parties comme un symbole qui devait être expliqué devant un tribunal. Le rocker supérieur portant le nom du club, l'écusson central portant le logo, le rocker inférieur indiquant le territoire. Cette combinaison précise a été utilisée dans des affaires RICO contre les Hells Angels et les Bandidos comme preuve d'association criminelle organisée. L'écusson en 3 parties était le problème. Il signifiait que vous étiez l'un d'entre eux. Puis les Blue Knights ont conçu leur propre écusson en 3 parties. Rocker supérieur, logo central, rocker inférieur. Personne ne les a arrêtés pour cela. Les hommes qui le portaient étaient les mêmes hommes qui avaient passé des années à photographier des motards hors la loi, portant les leurs dans le cadre d'enquêtes criminelles. Les couleurs étaient différentes. La logique symbolique était identique. Une identité visuelle signalant à toute personne connaissant ce monde que celui qui la porte appartient à quelque chose de précis et de défini. Le rocker inférieur a créé la discussion la plus complexe. Dans le monde hors la loi, il représente une revendication territoriale. En porter un sur un territoire contrôlé par un club établi sans son autorisation a historiquement provoqué des violences. Les LEMC portent des rockers inférieurs. Le Roughnecks MC a ressenti le besoin de publier un avertissement sur son site internet précisant que son rocker inférieur représente son état d'origine et non un contrôle territorial. Cet avertissement existe parce qu'il comprenait ce que ce symbole communiquait à tous ceux qui le voyaient. Les LEMC rejettent l'autorité du monde hors la loi à décider qui peut porter des écussons et revendiquer une identité géographique. Ils n'ont pas demandé la permission de se former. Ils n'ont pas soumis leur design à une approbation. Ils ont porté leurs couleurs et ils ont roulé. L'écusson qu'ils photographiaient autrefois comme preuve, ils le portent désormais comme identité. Et les hommes qui l'ont porté les premiers n'ont jamais complètement décidé ce qu'ils devaient en penser. 7. Le monde hors la loi ne les accepte pas. Les clubs de motards hors la loi réagissent d'une manière bien particulière aux clubs de motards des forces de l'ordre lorsqu'ils se rencontrent lors de rassemblements, sur les routes et pendant des événements communs dans le monde des motards. Ils rient, pas par peur ou par hostilité, mais avec l'amusement particulier d'un groupe qui regarde quelqu'un adopter son esthétique, sa structure et sa culture, tout en rejetant explicitement les valeurs qui ont produit tout cela. Une source connaissant bien cette dynamique l'a décrite directement. Ils se moquent des Blue Knights, a déclaré la source, mais leur accorde du respect sur la route. Cette combinaison de moquerie et de respect sur la route vous dit presque tout ce que vous devez savoir sur la façon dont le monde hors la loi perçoit l'existence des LEMC. La moquerie est idéologique, le respect est pratique. Et c'est dans l'écart entre les deux que réside la tension la plus intéressante de cette histoire. Les Hells Angels ont une règle d'adhésion documentée, maintenue pendant des décennies et sur plusieurs continents avec la même constance qu'ils appliquent à tout le reste au sein de leur organisation. Aucun policier, aucun avocat. La limite est absolue. Une organisation construite autour d'activités menées en dehors de la loi ne peut pas fonctionner avec des membres dont l'identité professionnelle repose sur son application. Leurs intérêts sont structurellement incompatibles à un niveau qu'aucune passion commune pour les motos ne peut surmonter. Les LEMC ne demandent pas la permission. Ils ne l'ont jamais fait. Les Blue Knights ont été fondés en 1974 sans en informer le moindre club hors la loi. Ils se sont développés dans 24 pays sans soumettre leur écusson à une approbation. Ils ont porté des écussons en 3 parties avec des rockers inférieurs sur des territoires contrôlés par des clubs qui avaient passé des décennies à faire comprendre que porter de tels écussons sans autorisation entraînait des conséquences. Le respect sur la route qui coexiste avec les moqueries reflète une reconnaissance pratique du fait que les membres des LEMC occupent une position particulière et complexe. À cet instant,
Ce sont des agents hors service qui ne disposent d'aucun pouvoir d'arrestation, mais ils ne sont pas non plus des civils au sens véritable du terme. Ce sont des hommes et des femmes qui ont passé leur carrière dans des environnements développant une forme particulière de dureté. Et le monde hors la loi a toujours su reconnaître ce genre de personnes lorsqu'il en voyait une. La moquerie vise l'écusson. Le respect vise la personne qui le porte. 8. L'Iron Order a tout changé. Si les Blue Knights représentent le monde des clubs de motards des forces de l'ordre dans sa forme la plus simple, l'Iron Order le représente dans sa forme la plus complexe. Fondé dans l'Indiana en 2004, l'Iron Order s'est rapidement développé pour devenir l'un des LEMC, les plus importants et les plus controversés des United States. Ses membres comprennent des militaires, des policiers et du personnel des forces de l'ordre. Mais l'Iron Order a fait quelque chose que la plupart des autres LEMC avaient soigneusement évité. Il est entré directement et délibérément sur le territoire des clubs hors la loi, sans adopter le positionnement diplomatique choisi par des clubs comme le Roughnecks MC. Aucun avertissement sur son site internet précisant que le rocker inférieur ne revendiquait aucun territoire. Aucun langage prudent concernant le respect de toutes les couleurs et l'attente du même respect en retour. L'Iron Order a porté son écusson, revendiqué son identité et évolué dans des espaces où le monde hors la loi avait toujours exigé de la déférence. Le monde hors la loi a réagi comme il le fait toujours face aux clubs qui refusent de se soumettre, avec violence. Le 26 juin 2014, au Nippers Beach Grill de Jacksonville Beach, Florida, une confrontation a éclaté entre des membres de l'Iron Order et des membres du Mongols Motorcycle Club. Les détails exacts concernant le début de la confrontation ont été contestés dans plusieurs récits. Ce qui ne fait aucun doute, c'est la manière dont elle s'est terminée. Un membre de l'Iron Order, qui était également un agent des forces de l'ordre hors service, a sorti son arme et a battu un membre des Mongols. Le membre de l'Iron Order n'a pas été poursuivi. Les enquêteurs ont déterminé que le tir relevait de la légitime défense. L'incident a provoqué une onde de choc dans le monde des LEMC, comme dans celui des hors-la-loi, pour des raisons allant bien au-delà de la mort elle-même. Il a confirmé quelque chose autour duquel les deux mondes tournaient sans jamais l'aborder directement. Un membre d'un club de motards des forces de l'ordre, lors d'une confrontation hors service avec un membre d'un club hors la loi, avait utilisé une force létale et s'en était sorti sans poursuite parce que le cadre juridique applicable à l'usage de la force par les membres des forces de l'ordre s'appliquait à lui-même lorsqu'il n'était pas en service et n'agissait pas dans le cadre de ses fonctions officielles. L'écusson sur son gilet était celui de l'Iron Order. La protection juridique qui a déterminé l'issue de l'affaire était le produit de son statut professionnel. Le monde hors la loi avait toujours compris que les membres des forces de l'ordre appartenant au LEMC occupaient une position juridiquement protégée dont les citoyens ordinaires ne bénéficiaient pas. L'incident de Jacksonville a rendu cette réalité concrète de la manière la plus directe possible. Affronter un membre de l'Iron Order n'était pas la même chose qu'affronter un membre d'un autre club hors la loi. Le calcul était différent. Les conséquences potentielles étaient différentes. Les suites judiciaires seraient différentes. L'Iron Order ne s'est pas retiré après Jacksonville. Il a continué ses activités, poursuivi son expansion et continué à occuper les mêmes espaces dans le monde des motards que l'incident avait rendu considérablement plus dangereux pour les clubs situés de l'autre côté de la confrontation. Mais l'incident de Jacksonville ne fut pas la seule controverse provoquée par l'Iron Order. Au sein de la communauté plus large des LEMC, l'Iron Order est devenu le sujet d'importants débats. D'autres LEMC, notamment les Blue Knights, ont maintenu des positions prudentes concernant la manière dont ils interagissaient avec le monde hors la loi. L'Iron Order a rejeté cette approche. Ce que l'Iron Order a finalement démontré était quelque chose vers lequel toute l'histoire du monde des LEMCS avait progressivement conduit sans jamais l'énoncer directement. L'Iron Order a montré au monde hors la loi quelque chose qu'il savait déjà sur le plan intellectuel, mais qu'il n'avait pas encore expérimenté dans la pratique. Un membre d'un LEMC
n'est jamais totalement hors service sur les aspects qui comptent le plus. L'écusson change. Le cadre juridique, lui, ne change pas. Et cette prise de conscience, plus que n'importe quelle sortie caritative, condition d'adhésion ou configuration d'écusson, est ce qui a définitivement changé la relation entre le monde des clubs de motards des forces de l'ordre et le monde hors la loi qui l'avait précédé. Puis, ils sont rentrés chez eux, ont enfilé leurs propres écussons en 3 parties, revendiqué leur propre territoire sur le rocker inférieur, mis en place leur propre système de prospect et de hang-around dans certains clubs, construit leur propre fraternité hiérarchique et commencé à rouler en formation le week-end. La culture même qu'ils avaient passé leur carrière à démanteler s'est révélée être celle à laquelle ils voulaient appartenir. Les Hells Angels et les Blue Knights portent des écussons différents et se trouvent de part et d'autre de la salle d'audience. Mais ils appellent tous deux cela une fraternité. Ils appellent tous deux leur réunion une église. Ils ont tous deux un président, un vice-président, un sergent d'armes et un capitaine de route. Ils ont tous deux des chapitres fondateurs et des conseils internationaux. Ils ont tous deux des couleurs qu'ils ne laisseront aucun étranger toucher. Les clubs hors la loi ne se sont pas sentis flattés. Ils n'ont pas été amusés. Et la tension qui en a résulté constitue la partie la plus intéressante de toute cette histoire. Mais que se passe-t-il lorsque les hommes situés de l'autre côté de cet écusson, les motards hors la loi, les one-percenters, construisent quelque chose de si puissant que des gouvernements entiers passent des décennies à tenter de le détruire sans jamais y parvenir? Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir comment tout cela s'est déroulé.